Bonjour à tous et bienvenue pour cet œil de Kouzma un peu exceptionnel. Comme vous pouvez le voir sur les images, nous sommes à Moscou. Et si nous sommes à Moscou, c'est grâce à vous, grâce à vos dons. Je remercie tous ceux qui nous ont fait des dons jusqu'à maintenant. Nous sommes quasiment arrivés à 5000 € de dons. Alors ça ne couvre pas encore tout, mais on n'est pas très loin. Donc vraiment merci. C'est très appréciable. Ça nous permet de faire ce qu'on fait. Et bientôt d'aller à Kazan, surtout, puisque c'est l'objectif principal pour couvrir le sommet des BRICS. Alors en attendant, comme vous le savez, on est à Moscou, on interroge des officiels russes, mais aussi on va rencontrer des Français qui vivent ici. Vous verrez ça plus tard. Alors nous sommes sur la place rouge, enfin à côté de la place rouge, car il est interdit de filmer sur la place rouge de la manière dont nous le faisons. Les services de sécurité sont assez tendus, on voit bien que nous sommes dans un pays en guerre. C'est sûrement compréhensible, c'est un peu pénible pour nous, mais c'est comme ça. Alors, sur cette place rouge, c'est la place centrale, politique, culturelle, historique de la ville de Moscou et de la Russie. Elle est classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et elle est entourée de bâtiments emblématiques, bien connus de tous. Alors, on a le Kremlin, qui veut dire la forteresse. C'est là que se trouve le gouvernement de la Russie, qu'il y a sous la coupole le Sénat de Russie. Plus loin là-bas au fond, on a le musée de l'histoire de la Russie. Alors c'est un peu le récit national quand même, c'est la Pravda de l'histoire. Là sur le côté, vous avez le GUM. Ça c'est le grand magasin de luxe russe. Alors, une petite histoire, au moment du chambardement complet, de l'effondrement de l'URSS, le GUM était un magasin d'État dans lequel les officiels pouvaient se procurer des biens venant d'Occident ou les étrangers pouvaient acheter des choses du RSS, des produits fabriqués en URSS. Et en face, c'est le Kremlin. Et comme c'était la dislocation et la privatisation semi-mafieuse, le directeur du GUM, un fonctionnaire, a traversé la rue, enfin la place plutôt, littéralement, il a fait comme Macron, il a traversé la place, traversé la rue, pour trouver du travail. Et il a été malin, il était un peu à la Macron. Donc il est allé rencontrer le président Yeltsin et il a dit, écoute, je suis directeur du truc, il y a privatisation, je te propose, tu me signes un décret, je suis le propriétaire du GUM et je te livrerai toi et les tiens en produits gratuits. Et c'est comme ça que ça a été privatisé. Donc on voit un peu les logiques semi-mafieuses qui existaient à l'époque. Bien évidemment, vous voyez ce bâtiment, là, eh bien, c'est le mausolée de Lénine, il est toujours là. Alors dans les symboles syncrétiques, on peut voir en haut des tours l'étoile rouge, alors l'étoile rouge de l'Union soviétique, mais on voit également l'aigle bicéphale de la Russie. Et donc c'est le syncrétisme entre la période tsariste et la période soviétique. Mais le bâtiment qui va peut-être le plus nous intéresser, c'est la cathédrale Saint-Basile, le Bienheureux de Moscou. On la reconnaît parce qu'elle a un côté un peu féerique à son architecture byzantine et russe. Les joueurs du monde entier la connaissent parce qu'elle symbolise Tetris. Bien évidemment, elle était en arrière-fond du jeu. Alors ce qui est intéressant avec cette cathédrale Saint-Basile le Bienheureux, c'est qu'elle a été construite au milieu du XVIe siècle, entre 1555 et 1561, par Ivan le Terrible. Et il l'a fait, pourquoi ? Eh bien pour célébrer la prise de la ville de Kazan, justement où nous allons nous rendre pour couvrir le sommet des BRICS. Donc double symbole pour nous. Ce qui est intéressant également, c'est que juste devant cette cathédrale Saint-Basile le Bienheureux, on a la très célèbre statue, et je ne l'ai pas fait exprès, de Kouzma Minin et Dmitri Pojarsky. Alors, ils symbolisent, Kouzma Minin était un boucher, un échevin de Novgorod, et il a soulevé la population russe contre l'occupation polonaise. Et oui, les guerres polonaises, russes, lituaniennes, ukrainiennes durent depuis plusieurs siècles. Ça n'a pas commencé en 2022. Ce sont des conflits récurrents, un peu comme nous entre l'Allemagne
et la France. On espère qu'eux aussi un jour trouveront une solution et vivront en paix. Alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, sur cette statue, on voit Kouzma Minin donner l'épée à Dmitri Pojarski pour qu'il parte à la tête de l'armée russe et chasse les Polonais qui avaient envahi Moscou. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette statue est importante parce qu'elle parle d'un moment fondamental pour les Russes qui s'appelle la période dite des troubles qui fait suite à la fin du règne d'Ivan le Terrible. Et Kouzma Minin et Dmitri Pojarski vont mettre les Romanov sur le trône. Et elle est restée comme un moment central où le pays a failli entrer dans une situation catastrophique. La période des troubles est un moment fondamental, tellement fondamental dans l'histoire que les Russes ont vécu les années 90 comme une nouvelle période des troubles. Et on ne peut pas comprendre les logiques russes, l'histoire russe et ce qui se passe en Russie si on ne comprend pas ces éléments historiques importants. En tout cas, on est content de pouvoir vous faire vivre ça en direct et de vous expliquer cette symbolique et pourquoi elle fait sens pour les Russes. Alors avant que je passe au générique, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager bien sûr. Et si vous en avez la possibilité, eh bien à la fin de cette vidéo, vous avez le lien pour nous aider à continuer à faire ce reportage, en particulier à Kazan où nous serons dans quelques jours. Merci encore une fois à tous ceux qui nous ont aidés et merci à ceux qui vont le faire. To Russia I flew, but there and then I certainly knew you'd care again. My running around is through. I'll fly to you from Russia we love. Pour ce sommaire de l'œil de Kouzma, on a plusieurs sujets, comme d'habitude. D'abord, on va évoquer cette information malheureuse du nombre de pauvres en France et des raisons pour lesquelles on est à 11 millions de pauvres. Et puis on se penchera sur le prix Nobel d'économie qui explique peut-être pourquoi est-ce qu'il y a autant de pauvres et de plus en plus de pauvres, parce que c'est un prix Nobel d'économie assez étrange. On va aborder les suppressions d'emplois, malheureusement, dans Airbus. On va parler également de l'exercice de l'OTAN Steadfast Noon, qui est une riposte nucléaire potentielle à la menace nucléaire russe. Et on va parler de la Géorgie, puisque le 26 octobre, ce seront les élections en Géorgie et l'ingérence, quelque part, de l'Union européenne par rapport à la loi contre le financement des organisations financées par l'étranger. On parlera également du Liban, de ce qui s'est passé au Hamas et de la France, est-ce qu'elle est prête à agir pour la paix au Liban? Et enfin, nous ferons un point sur le budget qui est toujours en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Sujet malheureux, le nombre de pauvres en France a atteint 11,2 millions. 11,2 millions de Français sur 67 millions de citoyens, selon l'INSEE, ce qui nous amène à un taux de 14,4% de pauvres en France, chiffre jamais atteint depuis les 25 dernières années. C'est d'autant plus malheureux que maintenant on sait que parmi ces 11,2 millions de pauvres, il y a 2,7 millions d'enfants qui souffrent de la pauvreté. Alors, dans ce calcul ont été rajoutés des gens qui n'étaient pas pris en compte. On pense en particulier aux SDF, à ceux qui vivent dans certains foyers ou certains pauvres âgés, retraités dans les EHPAD, car cela existe, on peut être dans les EHPAD et être pauvre. Alors pourquoi cette hausse de la pauvreté? D'abord, à cause de la hausse des prix généralisés, prix de l'alimentaire, prix de l'énergie. L'inflation, même si elle a un peu chuté, le prix de l'énergie, lui, a encore augmenté. En tout cas, les différentes augmentations de prix des 2-3 dernières années ont eu un impact lourd sur les Français aux revenus les plus faibles. Et donc, on se retrouve avec ce chiffre. Mais ce n'est pas la seule raison, c'est également
40 années de néolibéralisme qui ont cassé le bon travail, qui ont fait que les salaires, les bons salaires n'ont pas été privilégiés et qu'on a préféré délocaliser les entreprises pour produire moins cher et acheter moins cher. Voilà, à terme, ce genre de politique ne mène à rien et la France est la 5e puissance militaire mondiale, la 7e puissance économique et le taux de pauvreté ne fait que croître. C'est sûrement un des plus grands échecs de la politique d'Emmanuel Macron qui dirige notre pays depuis maintenant 7 ans. Alors nous avons également, lié à ce taux de pauvreté, voulu parler du prix Nobel d'économie. Alors d'abord, c'est un abus de langage car il n'y a pas de prix Nobel de l'économie. C'est le prix de la Banque de Suède en l'honneur de Monsieur Nobel. Donc c'est un abus de langage, on dit que c'est le prix Nobel d'économie. C'est comme le prix Nobel de mathématiques. La femme de Nobel avait un amant qui était mathématicien et donc il avait décidé qu'il n'y aurait pas de prix Nobel en mathématiques. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Alors, le prix Nobel d'économie cette année récompense 3 personnes. Je lis leur nom. Daron Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson. Alors, ce qui est intéressant, ou plutôt étrange, eh bien, c'est que ceux qui reçoivent ce prix Nobel eh bien, sont des défenseurs des théories néolibérales les plus classiques, celles qui exactement ne fonctionnent pas et amènent les économies occidentales de plus en plus dans la récession, comme on le voit en particulier en Europe. Un des problèmes dans leur analyse, c'est entre autres qu'ils disent que, eh bien, il n'y a finalement que le modèle occidental d'économie libérale, de démocratie libérale bourgeoise à l'occidental qui fonctionne, qui produit de la richesse, qui produit de l'innovation et que tous les autres systèmes ne fonctionnent pas. Et d'ailleurs, il parle de la Chine. Alors, c'est assez étonnant parce que la Chine est un pays où il y a énormément d'innovation. Alors, ils n'en sont pas du tout encore au niveau des États-Unis, mais ils dépassent en nombre de brevets l'Allemagne depuis longtemps et sont en hausse. Donc, ce sont des analyses étranges et tout ce que ça signifie, eh bien, c'est une sorte d'encroûtement idéologique, intellectuel, sur des théories qui ne fonctionnent plus. Et c'est ce qu'on voit dans les décisions qui sont prises tant au niveau des gouvernements européens qu'à la Commission européenne, en particulier sur les questions économiques. Et puisqu'on est maintenant aujourd'hui à Moscou, à nouveau on peut faire le parallèle entre des systèmes qui ne fonctionnent plus et s'effondrent, car l'URSS s'est entre autres effondrée sur elle-même, avec un système économique qui ne fonctionnait plus, mais une direction qui n'arrivait pas à voir au-delà, à faire fonctionner autrement son système économique que de la manière dont il l'avait toujours fait. Et c'est ce que l'on voit maintenant avec ce qui se passe avec ce prix Nobel et ce qui se passe dans l'économie européenne. Autre sujet désagréable et un peu surprenant, c'est l'annonce par Airbus de la suppression de 2500 emplois à horizon 2026 en raison de problèmes financiers. C'est la branche défense et espace qui compte plus de 35 000 salariés qui sera la plus touchée. Alors les raisons, ce sont bien les difficultés financières, les problèmes de commande, les soucis sur les chaînes d'approvisionnement. Donc Airbus annonce des problèmes de financement, de difficultés financières, des difficultés dans les chaînes d'approvisionnement. Alors qu'est-ce que veut dire les difficultés dans les chaînes d'approvisionnement? Eh bien les difficultés des chaînes d'approvisionnement, c'est très exactement ce qu'on a avec les problèmes liés au conflit en Ukraine et les limitations dans les approvisionnements, en particulier de ressources venant de Russie. Le bénéfice d'Airbus a été divisé par 2 depuis le premier semestre 2023 et ça a été aggravé par des charges supplémentaires, entre autres la hausse des coûts de l'énergie. Là encore,
pas seulement, mais beaucoup lié à la guerre en Ukraine et aux approvisionnements difficiles en Europe. Un des problèmes annoncés, c'est celui de la production, la manière dont sont produits les satellites. Alors souvent, ce sont des petits satellites et qui sont faits sur mesure, ce qui fait qu'il est difficile de faire des économies d'échelle avec des productions massifiées. On annonce chez Thales également des soucis similaires avec une suppression de 1300 postes dans la branche espace. Alors tout ça, nous pensons est tragique car ce sont des suppressions d'emplois dans des très hautes technologies, dans des domaines où spécifiquement la France a un avantage comparatif. La France fait partie des nations cadres spatiales et s'il y a un endroit où il ne faudrait pas licencier et peut-être où l'État pourrait intervenir pour aider au financement, je sais que c'est contre les théories libérales, en particulier de nos 3 économistes qui viennent de recevoir un prix Nobel, mais vu comme leur économie fonctionne si bien, peut-être qu'on pourrait faire autre chose et on pourrait se dire que l'espace, la très haute technologie qui nous donne encore un avantage comparatif par rapport aux BRICS, devrait être protégée. Et oui, protectionnisme, y compris là, et conserver ces emplois, car ce sont des emplois, que ce soit des techniciens, aux ingénieurs ou aux chercheurs qui sont menacés, des emplois de très haute technologie. On devrait les conserver plutôt que de licencier. On devrait recruter et compenser les pertes en pensant investissement et bénéfices futurs. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été choisi et nous allons perdre à nouveau de très précieuses compétences. Passons maintenant un peu à de l'international. Alors, ce lundi, ont commencé les exercices Steadfast Noon, avec soixantaine d'avions, d'aéronefs divers de l'OTAN. Alors, ça rentre dans le cadre des entraînements Steadfast, qui sont des entraînements en fait de riposte de l'OTAN à la menace russe. Alors, il faut savoir que les opérations Steadfast se font depuis 2021, donc avant le début du conflit. Provocation de l'OTAN ou anticipation stratégique, ce sera à chacun de voir. En tout cas, c'est un entraînement pour une riposte nucléaire, c'est la partie nucléaire de l'entraînement Steadfast, et on voit que ce n'est pas qu'en Russie que l'on fait des déplacements de troupes en annonçant des exercices nucléaires. On le fait également dans l'OTAN. Alors, si je vous dis ça, ce n'est pas tant pour critiquer ou justifier les Russes, c'est que c'est normal, quelque part, quand on a l'arme nucléaire, de rappeler qu'on l'a, au cas où l'autre pousserait un peu trop loin le bouchon. Donc c'est exactement ce qui se passe à l'OTAN et c'est ce qui se passe du côté russe. Et on peut même considérer que c'est une bonne chose car chacun en Occident et surtout nombre de nos dirigeants ont un petit peu oublié les enjeux de la guerre nucléaire et qu'on ne joue pas avec le feu nucléaire. Et mieux vaut avoir un peu de crainte de ce côté-là plutôt que d'être entraîné dans un conflit qui causerait la perte de l'ensemble de l'humanité. Donc voilà, exercice Steadfast en cours du côté de l'OTAN. Alors un mot sur la Géorgie. Nous sommes passés par Tbilissi avec Alexandre. Vous avez fait un petit topo sur les élections en cours qui se tiendront le 26 octobre. Alors c'est très important puisque ce sont des élections législatives qui vont déterminer qui va avoir le pouvoir. Est-ce que c'est le rêve géorgien qui a le pouvoir et qui n'est pas spécialement pro-OTAN ou c'est les autres qui sont pro-Occident, pro-OTAN? À nouveau, on se retrouve dans une situation un peu à l'ukrainienne, mais avec cette spécificité qu'en juin dernier, le Conseil européen a suspendu l'entrée de la Géorgie dans l'OTAN en raison des lois peu amènes, on va dire, diplomatiquement envers la communauté LGBTQI+, et puis en raison de la loi qui a été votée assez massivement au Parlement géorgien, la loi
obligeant les ONG ou toutes les organisations d'ailleurs opérant en Géorgie à divulguer quel pays les finance quand plus de 20% de leur financement vient de l'étranger. Alors ça a été considéré comme quelque chose de tout à fait insupportable et dit loi russe, puisqu'en Russie on a ce genre de loi. Alors je souhaiterais rappeler ici, et c'est assez important, car ça évite de dire n'importe quoi, eh bien c'est que depuis 1938 existe cette loi aux États-Unis, c'est la loi FARA, la Foreign Agent Registration Act. Et donc, pour chaque dollar perçu aux États-Unis depuis 1938, au début c'était fait en 1938 contre ceux qui faisaient la promotion du nazisme aux États-Unis, mais cette loi existe, elle est très très active depuis 2017, depuis en particulier sous Donald Trump. Eh bien, de toute personne, toute ONG, tout lobby, tout groupe médiatique doit déclarer toute aide financière venant de l'étranger. Alors, je lis la raison principale pour cela et qui semble assez logique. Donc, son objectif est d'assurer la transparence dans les activités de lobbying et d'influence exercées au nom de puissances étrangères en fournissant des informations au public et aux autorités sur ces actions. Et la loi FARA aux États-Unis cherche à prévenir toute ingérence étrangère. Bien, la Géorgie s'est dotée d'une loi à peu près identique et on n'arrive pas à comprendre en quoi c'est un problème. En fait, tout pays souverain est en droit de savoir qui finance quoi dans son pays et nous considérons qu'en France, eh bien, ça serait bon d'avoir une telle loi et que ce soit accessible au public. Quelle église évangélique est financée par qui? Quelle mosquée est financée par qui? Quelle ONG est financée? Quel média est financé par quel pays? Si un pays étranger finance ces organisations. Je rappelle que c'est dans le programme des Jours Heureux, en particulier sur les médias, que les médias, la presse doit être protégée de toute influence étrangère. La Géorgie ne fait qu'appliquer un principe tout à fait de bon sens que nous souhaiterions appliquer de manière stricte en France. Alors la France est-elle prête à agir pour la paix au Liban après l'attaque d'Israël sur le Liban Sud, les menaces sur les casques bleus irlandais, on en a parlé. Alors notre ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, a évoqué cette hypothèse puisque Yahya Sinwar a été tué par l'armée israélienne. C'est le chef du Hamas. C'est celui qui est responsable du massacre du 7 octobre. Donc, quelque part, objectif étant atteint, notre ministre des Affaires étrangères se pose la question si on peut passer à autre chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu beaucoup de humour un peu douteux, on va dire humour noir, fait à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. J'ai eu du temps à comprendre parce que je n'avais pas encore compris que Sinwar avait été tué. C'était les topos sur Jean-Luc Mélenchon qui appelle Interflora. Bon, blague douteuse sur les réseaux sociaux. Alors, maintenant que Yahya Sinwar est mort, Jean-Noël Barrot a appelé à un arrêt de la guerre et, étonnamment, à un arrêt de la colonisation en Cisjordanie et, bien sûr, à une solution à deux États, ce que nous défendons fort logiquement. Il se propose même de faire des sanctions contre les colons et la France va travailler au niveau européen pour faire des sanctions contre les colons juifs ultranationalistes, ultra-religieux qui colonisent illégalement la Cisjordanie puisque s'il y a deux États, ça doit être dans le cadre de la résolution 242 de 1967 qui permet à la Palestine d'avoir un État plein et entier et donc sans colons israéliens sur son territoire tel qu'il est prévu par les accords de 1967. La France a également critiqué les actions d'Israël contre la FINUL, entre autres contre les militaires irlandais. Et
la France a dit être ouverte à une négociation avec l'Iran pour un cessez-le-feu au Liban, pour appliquer la résolution, cette fois 1701, qui appelle à un déploiement exclusif de l'armée libanaise dans le sud Liban. Enfin, ce 24 octobre, d'ailleurs à l'issue du sommet des BRICS, même si ça n'a aucun rapport, une conférence internationale pour la paix au Liban se tiendra à Paris sous l'égide d'Emmanuel Macron, notre président, pour chercher une solution à la crise. Alors, encore une fois n'est pas coutume, il faut saluer les bonnes positions. Cela fait longtemps que cela aurait dû être le cas. Là, la diplomatie française, même si elle est affaiblie, prend les bonnes postures par rapport à ce conflit qui n'en finit pas et qui entraîne la mort de dizaines de milliers de civils, aussi bien à Gaza qu'au Liban. Il est temps de désescalader et d'éviter une nouvelle guerre catastrophique pour l'ensemble de la planète. Ce sera pour tout aujourd'hui, les amis. Il commence à faire très très froid à Moscou. Ça ne déroge pas à la règle non plus. Encore une fois, merci pour ceux qui nous ont écoutés. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker, de commenter. Si vous avez des commentaires à faire, ça nous intéresse. De partager cette vidéo. Encore une fois, pour les matinales qui reprendront quand on reviendra de Russie, eh bien, si vous avez des sujets que vous voulez aborder, dont vous voulez parler, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Par ailleurs, merci à vous, puisque nous avons dépassé les 35 000 abonnés. Donc maintenant, nous sommes en route pour les 40 000. Un premier gros objectif, c'est les 50 000. Donc n'hésitez pas à nous faire connaître auprès de vous sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et enfin, eh bien, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, si vous en avez les moyens, vous avez le petit lien à la fin de la vidéo pour nous aider dans ce que l'on fait, que ce soit ici en Russie pour couvrir le sommet des BRICS à Kazan ou pour le développement de notre média Fréquence Populaire. Encore une fois, merci pour votre soutien à tous. Bon courage et à très bientôt en France.